Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récents. Aujourd'hui, nous allons commencer pour une fois avec une nouveauté technologique, puisque le 3 décembre, la mise à jour Fusaka a pris place sur Ethereum. Ce hard fork, déployé au bloc numéro 18 200 000, a apporté au réseau un certain nombre de nouvelles fonctions et modifié d'autres fonctions existantes. Elles ne seront pas directement visibles pour les utilisateurs lambda, mais leurs effets devraient pouvoir se faire ressentir malgré tout. Car dans la liste, on trouve notamment l'ajout de PeerDAS, un système d'échantillonnage de données permettant au nœud réseau Ethereum de conserver seulement une fraction des blobs, ces fameux paquets de données utilisés par les rollups depuis la mise à jour d'Encul. Comme les nœuds ne sont plus obligés de conserver la totalité de chaque blob et qu'ils peuvent seulement en détenir un huitième, le réseau peut théoriquement supporter une quantité de blobs 8 fois supérieure. Et c'est particulièrement important puisque le développement DL de Ethereum a poussé le réseau jusqu'à ses limites en matière de blobs avant la mise à jour Pectra, comme on peut le voir sur ce graphique. Mais attention, on ne va pas passer immédiatement à 72 blobs d'un coup. Le maximum autorisé va être lentement augmenté, d'abord jusqu'à 15, puis 21 dans quelques temps. Cette augmentation sera progressive car l'objectif principal est autant l'augmentation des capacités du réseau que la réduction des coûts de fonctionnement pour les validateurs. Et là où on peut le voir également, c'est que cette augmentation considérable des capacités de l'écosystème Ethereum a été accompagnée d'un rééquilibrage de la manière dont les frais payés par les L2 sont calculés. En effet, avec le système précédent, il arrivait parfois qu'il tombe essentiellement à zéro, et ce ne sera plus le cas désormais. Les rollups devront toujours payer au nœud Ethereum un montant suffisant pour financer la puissance de calcul et l'espace de stockage qui sont utilisés pour les desservir. Enfin, parmi les différentes modifications du protocole Ethereum, on trouve également dans la mise à jour Fusaka une augmentation de la limite de gaz par bloc qui passe de 45 à 60 millions. Ce qui veut dire que les frais de transaction, qui sont déjà très faibles en ce moment, continueront de le rester un peu plus longtemps même si la fréquentation du réseau augmente. Ensuite, en ce qui concerne le Bitcoin, l'actu de la semaine n'est pas une mise à jour technique, mais le triste constat que la rentabilité du minage de Bitcoin est en baisse et de façon plutôt sévère. D'après les chiffres de JP Morgan, le profit brut des récompenses de blocs a chuté de 26% en novembre par rapport à octobre. Ce qui n'a rien de surprenant puisque le taux de hachage est resté à peu près le même et que le prix a subi une chute conséquente. Mais dans le contexte actuel, c'est une donnée qu'il faut garder à l'esprit. Cette baisse de la rentabilité du minage, c'est un exemple de pourquoi les mineurs se redirigent de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Le magnétisme de ce nouveau domaine est extrêmement puissant et il affecte plein de choses. Dans le même registre, on a les prix de la mémoire vive qui ont été démultipliés récemment parce que tout le stock est utilisé pour les besoins de l'IA. Bien sûr, cette baisse de profit des mineurs ne veut pas dire que le Bitcoin est vraiment en danger, mais il en reste tout de même fragilisé. Car lors du prochain marché baissier, qui causera mécaniquement une baisse de la rentabilité du minage, d'autres mineurs de Bitcoin pourraient choisir d'abandonner totalement le Bitcoin, ce qui ferait diminuer durablement le taux de hachage et donc la sécurité du réseau. Cela dit, cette baisse de rentabilité pourrait être légèrement compensée pour les mineurs occidentaux par une potentielle disparition des mineurs de Bitcoin chinois. Il fut un temps où ils dominaient totalement le marché grâce à leur énergie extrêmement peu chère à certains endroits du pays, mais après l'interdiction par le gouvernement du minage en Chine, leur nombre avait drastiquement chuté. Et tel le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, en 2025, il subsiste des mineurs chinois qui résistent encore et toujours au gouvernement. Ils représentent à peu près 14% du taux de hachage mondial et de ce fait, la Banque populaire de Chine a publié en fin de semaine dernière un communiqué réitérant cette interdiction du minage en y ajoutant par ailleurs que les monnaies stables égale blanchiment d'argent égale pas bien. Et ce malgré le fait que pendant ce temps dans le monde réel, les banques chinoises sont devenues les numéros 1 du blanchiment d'argent. Mais là, ça compte pas vraiment parce que c'est de l'argent qui vient en grande partie des amis dictateurs de Xi Jinping. Quoi qu'il en soit, en Europe, la situation n'est pas géniale non plus. La Commission européenne a publié un communiqué dans lequel elle nous explique que parce que le ratio bourse-PIB de l'Europe est inférieur à celui des États-Unis et que nos marchés sont trop fragmentés, l'UE a besoin de monopoliser le contrôle sur les marchés financiers et de déposséder les pays membres de leur pouvoir. Si cela finissait par se concrétiser, les entités nationales comme l'AMF seraient immédiatement décapitées pour laisser place à l'ESMA. Encore une fois, l'Union européenne piétine et détruit la souveraineté des peuples tout comme son traité constitutif le prévoit. Parce qu'ils estiment, sans aucune preuve concrète, que la réglementation financière pourrait être mieux gérée au niveau supranational, ils décident de confisquer ce pouvoir au pays. C'est parfaitement conforme au principe de subsidiarité. Et ça n'est absolument pas un problème pour eux d'ignorer totalement le fait que si la bourse américaine est si gigantesque, c'est peut-être aussi et surtout parce que la réglementation est vachement plus permissive là-bas, à presque tous les niveaux. Par conséquent, une monopolisation européenne de la réglementation n'aurait au mieux qu'une incidence minime sur le marché puisque cette réglementation est trop sévère. Peut-être même qu'il y aurait des conséquences négatives si l'ESMA décide de durcir encore la réglementation. Bref, il y a des chances que même d'après leur propre texte constitutif, cette prise de pouvoir s'avère a posteriori totalement illégitime.
Mais je suis prêt à parier que même si le SMA obtenait un résultat négatif, les autorités nationales ne retrouveraient jamais le pouvoir qui leur sera peut-être bientôt pris. Heureusement, pour l'instant, il ne s'agit que d'une proposition qui doit encore passer par le Parlement et le Conseil européen avant de se concrétiser. Alors nous pouvons encore espérer garder notre indépendance sur ce plan un peu plus longtemps. Info suivante en Europe, un groupe de 9 banques européennes qui s'était réuni en septembre pour travailler sur la mise en place d'une monnaie stable basée sur l'euro a été rejoint le 1er décembre par BNP Paribas. Et le jour suivant, ils ont annoncé que la société issue de cette union serait baptisée Kivalis et que leur monnaie stable sortirait d'ici le deuxième semestre 2026. À mon avis, avec un nom et un planning pareil, il ferait mieux de se lancer dans la fabrication de fromage industriel parce que sur le champ de bataille des monnaies stables, débarquer en fin 2026 avec un truc qui n'apporte rien de nouveau, ça risque de ne pas très bien marcher. Et en plus, pas de chance pour eux, cette semaine, on a complété le bingo des cris d'orfraie sur les monnaies stables avec un rapport provenant cette fois-ci du FMI, selon lequel elles représentent une menace pour la souveraineté monétaire. C'était une des dernières grandes institutions qui n'avait pas encore participé à ce bourrage de crâne collectif. Et maintenant, c'est chose faite avec ce rapport qui nous apprend que, oh là là, c'est terrible parce que les gens pourraient préférer utiliser les monnaies stables au lieu de se servir des monnaies de banque centrale. Les institutions financières qui nous ont asservis à travers l'argent pendant des siècles paniquent totalement à l'idée de perdre leur pouvoir et c'est bien fait pour elles. Surtout que dans le cas du FMI, il s'agit d'une institution qui est censée aider les pays en difficulté et qui leur impose constamment des politiques d'austérité qui augmentent encore plus la pauvreté. Au lieu de les redresser, elle les enfonce encore plus dans le marécage où ils sont en train de se noyer. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette chaîne, alors passons plutôt au sujet suivant qui concerne l'état du marché. Le Bitcoin est encore un peu loin des 100 000 $ et l'avenir proche peut paraître inquiétant pour les investisseurs. Une baisse continue et prolongée ne peut pas être totalement exclue. Et pourtant, il y en a un qui reste 100% optimiste, c'est ce cher Larry Fink, le PDG de BlackRock que vous avez vu sur la miniature. Alors que beaucoup de gens s'attendent à voir le fameux Crypto Winter faire descendre nos portefeuilles aussi bas que la température dehors, celui qui traitait autrefois le Bitcoin d'indice du blanchiment d'argent ne voit pas les choses de cette manière. À travers ce qu'il a dit dans cette conférence il y a quelques jours, on comprend bien qu'il n'envisage pas le moindre hiver crypto. D'après lui, les institutionnels se bousculent pour acheter du Bitcoin et plus particulièrement des investisseurs qu'il qualifie de long only, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là pour revendre. Il explique par ailleurs que la seule raison pour laquelle le Bitcoin est encore si volatile, c'est que les marchés sont toujours dominés par les traders sur marge. Alors évidemment, il faut le dire, cet optimisme est un petit peu logique et presque obligatoire. Il s'explique en grande partie par le fait que BlackRock est désormais en possession de plus de Bitcoin que Strategy avec un total de 780 000 BTC. Et qu'en parallèle, il travaille sur plein d'autres choses ayant trait à la crypto comme la jetonisation de différents actifs. C'est donc un tout petit peu dans son intérêt de rester aussi positif que possible et d'en faire la pub par tous les moyens. Quand il n'en avait pas encore acheté, c'était un indice du blanchiment d'argent, maintenant, c'est bien. Mais même s'il faut prendre ce que dit Larry Fink avec des grosses pincettes, au moins il n'est pas le seul. Les analystes de Grayscale ont expliqué récemment que le Bitcoin, d'après eux, ne serait pas au bord d'une chute majeure et devrait rebondir jusqu'à peut-être battre ses records précédents au cours de l'année prochaine. Ils vont même jusqu'à expliquer pourquoi le fameux cycle des 4 ans, cette prophétie autoréalisatrice qui fait peur aux investisseurs, ne serait plus applicable l'année prochaine. Pour cela, ils avancent 3 arguments. Parce que la structure du marché a changé avec l'arrivée des ETF par exemple. Parce que d'un point de vue macroéconomique, le marché a l'air favorable au Bitcoin, et on peut citer à cet effet le changement de politique de la Fed, et parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation parabolique des prix au cours du marché haussier dans lequel nous étions depuis 2023. Auront-ils raison ou pas ? Il faudra attendre quelques mois pour le savoir, même si j'espère que c'est bien le cas. Alors pour l'instant, je ne peux que vous recommander d'aller cliquer sur le lien en description pour vous abonner à notre canal Telegram d'information en direct si vous n'avez pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. À bientôt.